Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous de la laïcité au sein de votre magazine En quête de sens pour vous parler contraception. Aujourd'hui, oui, dans quelques jours, le 27, nous fêterons la journée mondiale de la contraception. Alors c'est l'occasion de rappeler que la contraception est encore mal comprise, sujette à polémique, à revendication et qu'elle concerne tout le monde, bien évidemment. Certains tentent même de la saboter. Nous allons le voir avec nos invités aujourd'hui que j'ai le plaisir de recevoir. Sylvie, bonjour Sylvie Losberg. Bonjour. Alors Sylvie Losberg, vous êtes directrice études et stratégies au Centre d'action laïque et présidente du Conseil francophone des femmes de Belgique. Et à nos côtés également, Yannick Manigard, le docteur Yannick Manigard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, chef de clinique gynécologique obstétrique au CHU Saint-Pierre et vous représentez la Fédération laïque des centres de planning familial. Alors, je commence avec vous, docteur Yannick Manigard, pour nous rappeler que la contraception, ce n'est pas qu'une petite prescription de son to-be pour aller chercher sa pilule en vente et on en félicite évidemment notre passé, puisque depuis 60 ans, on peut acheter la pilule sans problème en pharmacie. Mais ce n'est pas que ça, la contraception. Rappelez-nous ce que ça peut être, la contraception, en tout cas sur le terrain. Alors, effectivement, heureusement, les choses ont évolué depuis 60 ans et on peut proposer beaucoup de moyens contraceptifs différents aux femmes, mais aussi aux hommes, même si on en parlera peut-être après. C'est beaucoup plus limité, malheureusement. Mais donc, effectivement, il y a tout ce qui est contraception hormonale, mais il n'y a pas que la pilule. Et surtout, il ne faut pas que la pilule soit le moyen contraceptif d'office. Donc il y a plein d'autres moyens contraceptifs. Au niveau hormonal, on a la pilule, mais on a aussi l'anneau contraceptif qu'on met à l'intérieur du vagin pendant un mois. Et il y a les patchs contraceptifs qu'on change chaque semaine. Mais il y a aussi les dispositifs intra-utérins ou stérilés qui sont au cuivre ou hormonaux. On sait maintenant qu'il n'y a absolument aucune contre-indication à proposer ça à des jeunes femmes qui n'ont jamais accouché. Donc c'est vraiment des idées reçues qu'il faut absolument maintenant supprimer, comme l'idée aussi que la pilule est la première contraception d'office. Et puis on a aussi, pour des couples plus âgés, on peut proposer des stérilisations, que ce soit à la femme ou encore mieux à l'homme, on en parlera peut-être aussi. Mais il y a aussi des contraceptions naturelles qui ne conviennent, elles, pas à toutes les femmes, qui sont dans des cadres beaucoup plus précis et qui sont peut-être pas les contraceptions les plus efficaces aussi, mais que je pense nous devons aussi évoquer. Bref, tout ça met beaucoup de temps. Et c'est ça que je voulais dire aussi. Prescrire une contraception à une femme, qu'elle soit jeune ou pas, ça met du temps. Parce c'est pas 10 minutes. Sa contraception, voilà. La vôtre, exactement. Elles sont variées et diverses. Pourquoi est-ce que la pilule n'est plus l'apanage d'une contraception ? On a quand même remarqué qu'il y avait des conséquences un peu néfastes sur la santé des femmes ? Alors, justement, là, je voudrais dire deux mots. Effectivement, je pense que je comprends tout à fait les patientes jeunes ou moins jeunes qui viennent me voir pour me demander une contraception non hormonale. Alors, on a vu que là, qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives vraiment efficaces, à part le stérilet, le dispositif intra-utérin et une stérilisation pour les couples plus âgés. Mais je voudrais insister sur le fait que la pilule, il faut considérer ça, à mon sens, comme un médicament. Donc, un médicament qui est contraceptif, avec ses effets secondaires, mais aussi avec ses avantages. Donc effectivement, la pilule peut, pour certaines femmes, va augmenter très faiblement le cancer du sein, augmente les risques très faiblement aussi. Surtout avec le tabac. Voilà, cardiovasculaire et thromboembolique veineux. Mais ça, on peut vraiment le gérer avec une bonne anamnèse, donc demander les antécédents familiaux, personnels aux patientes et en discutant avec elles. Mais la pilule a aussi des avantages qui sont très importants pour beaucoup de femmes. Et donc j'aimerais juste, effectivement, qu'on arrête de la diaboliser. Voilà. C'est vrai qu'on se dit, pendant 40 ans d'affilée un médicament, c'est pas bon. Mais alors, je pense que vraiment, de nouveau, chaque patiente va avoir une contraception qui lui convient. Et pour certaines femmes, avoir une contraception hormonale, c'est vraiment quelque chose d'important parce que leur vie en cycle naturel est un véritable enfer. Et donc, à force de diaboliser la pilule, ces femmes n'osent plus non plus avoir recours à des contraceptions hormonales qui vont résoudre les symptômes de syndrome prémenstruel, donc des humeurs qui peuvent être insupportables, où les femmes sont déprimées pendant certaines périodes de cycle, des douleurs menstruelles, donc de règles extrêmement importantes aussi. Donc, bien sûr, je comprends qu'on veuille avoir des contraceptions non hormonales, mais les hormones ont encore leur place pour certaines patientes. Alors, je reviendrai vers vous, parce que la contraception, Sylvie Losberg, et le docteur en témoignera aussi, ce n'est pas que prendre une pilule, mais ça a des enjeux énormes sur notre société, sur les grossesses, sur les interruptions volontaires de grossesse, sur la vie d'une femme, sur la charge mentale. Quelles sont toutes ces charges ? On parle beaucoup maintenant de charges contraceptives. Ça englobe quoi, en fait, la contraception dans la vie d'une femme et d'un couple ? N'oublions pas les hommes, et on le rappellera aussi. Mais ce qui est évident, c'est que
les filles ont un risque lorsqu'elles ont un rapport sexuel, c'est d'être enceintes sans vouloir d'enfant. Donc, je dirais que spontanément, c'est les filles qui prennent en charge la contraception pour se prémunir d'une grossesse non désirée. Mais quand on est dans une relation plus suivie, où il y a un engagement relationnel, ça peut se discuter parce qu'effectivement, ça peut être problématique de prendre une pilule parce qu'il y a des effets bénéfiques et des effets négatifs. Ça peut être lourd aussi de se dire qu'on est seul responsable de la planification. Et donc, ça fait des années qu'on a imaginé une contraception masculine, et d'ailleurs même une pilule pour hommes qui a été testée en Belgique, et qui fonctionne, mais effectivement, il y a des effets secondaires. Donc, les hommes qui ont essayé, ils avaient un peu des migraines, ou ils avaient des troubles de l'humeur. Il y a des effets secondaires, mais comme les femmes, que nous avons connues aussi. Oui, et donc, on n'a pas poursuivi les essais, malgré qu'ils étaient probants, et que l'équipe médicale avait dit, il faut poursuivre. Parce mais ça, pour les femmes, ça allait, ça, depuis 60 ans. Donc, c'est sûr que du coup, on voit bien qu'il y a une inégalité devant ce qu'on appelle la charge contraceptive. Maintenant, il est évident aussi que les femmes doivent s'assurer que la contraception dans le couple, elle est régulière et adaptée, parce que si l'homme, tout à coup, ne le fait plus, le risque de grossesse, c'est quand même la fille qui est enceinte. Donc, ça demande une relation de confiance, et je suppose qu'on va en parler, parce que effectivement, la planification des naissances, les relations sexuelles et la contraception, ça s'investit différemment si on est dans une relation de couple ou si on a une sexualité qui n'est pas engagée avec quelqu'un. Donc il y a aussi cette Pourquoi est-ce qu'on fête une journée mondiale de la contraception? C'est justement pour en parler plus, parce que c'est encore tabou, pour offrir d'autres perspectives, d'autres paradigmes? On voit bien que même si tout le monde a l'impression qu'il sait ce que c'est la contraception, les différents moyens, on ne les connaît pas. Par exemple, la mini-pilule, il faut la prendre à heure régulière. Si on ne la prend pas, on risque une grossesse. Il y a peu de filles qui le savent, ou si elles ont une indigestion, par exemple. Donc, au fond, l'information reste très parcellaire et la question du choix de la contraception n'est pas suffisamment mise sur la table. C'est-à-dire, effectivement, il faut que le gynécologue ou le médecin prenne le temps d'expliquer. Il faut pouvoir tester aussi. Parfois, on teste un moyen, puis on en prend un autre. Et donc, tous ces éléments font que la contraception, ce n'est pas un long fleuve tranquille dans la vie d'une femme qui a quand même 40 ans ou 35 ans, suivant les femmes, de vie fertile. Et donc, c'est long, 40 ans, ça fait beaucoup de cycles. Alors, il y a un terme... Docteur, vous vouliez dire quelque chose? Non, je voulais juste revenir sur la mini-pilule, juste dire que c'était un terme qu'on employait avant. C'est des pilules qui ne contiennent pas les œstrogènes. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais pour qui il n'y a pas toutes ces contre-indications justement cardiovasculaires, de risque thromboembolique, etc., qui sont des pilules de plus en plus utilisées, notamment chez les femmes qui fument, chez les femmes qui ont plus de 40 ans, chez les femmes qui ont des antécédents de thrombose. Et juste dire que les nouvelles... Elles sont moins concentrées, c'est ça que vous voulez dire, en œstrogènes. En fait, dans les contraceptifs hormonaux classiques, il y a deux hormones, le progestatif qui assure la contraception et l'œstrogène qui donne des fausses règles aux femmes, qu'on a mis dedans pour donner l'illusion d'avoir un cycle qui était comme un cycle naturel. Ce qui n'est pas le cas, puisque quand on est sous contraception hormonale, on n'ovule pas, le cycle naturel est bloqué. Mais c'est cette hormone qu'on ajoute essentiellement pour ça, avec d'autres petits avantages, mais essentiellement pour ça, qui est responsable de la plupart des effets secondaires. Si on la retire, on n'a plus ces risques-là. De ne pas la retirer directement, alors. Parce qu'alors, on perd le contrôle du cycle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment les femmes vont réagir au niveau de leur cycle menstruel, c'est-à-dire que la plupart vont ne pas avoir leurs règles, ce qui est bien pour certaines, mais peut être perturbant pour d'autres. Ce qu'offre le stérile hormonal, d'ailleurs. Exactement. Et que d'autres vont avoir des petites pertes de sang de manière inopinée. C'est quand même encore pour avoir une indication de son corps, on va dire, que la femme connaisse encore son corps. Et donc, juste dire que ces pilules-là, que moi j'aime bien, que les Anglais appellent pilules progestatives seules, sont en fait des pilules qui maintenant ont évolué et qui ne nécessitent plus cette prise assez précise à des heures particulières. Donc je veux dire que c'était juste pour dire qu'avec le temps, les choses changent, les choses évoluent et on a de plus en plus de moyens différents à proposer. Ah, voilà. La science avance et du coup, il faut communiquer sur cela. Parce qu'on parle peu de ça, c'est vrai, Sylvie. Il y a une chose dont on parle beaucoup ces derniers temps, surtout dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis, c'est cette fameuse... Alors, le terme anglais, c'est, still thing.
Le stilting. Donc oui. ça veut dire furtif, je crois, en traduction. Donc c'est la coercition reproductive. Qu'est-ce que c'est exactement? Les réseaux sociaux en parlent de plus en La plus. coercition reproductive, en gros, c'est plusieurs formes de manœuvres pour que la fille soit enceinte à son insu, alors qu'elle pense qu'il y a une contraception, ou qu'en tout cas elle est protégée d'une grossesse. Alors le stilting, c'est une des formes, c'est-à-dire au fond, c'est retirer le préservatif pendant l'acte, alors que la fille croit que le préservatif est toujours là pour la protéger d'une grossesse. C'est pas toujours pour mettre la fille enceinte. Il y a des hommes ou des jeunes hommes qui se vantent que ça leur donne plus de plaisir d'avoir. Donc vous voulez dire, attendez, parce que je comprends pas. Oui. Vous voulez dire que c'est plus la fille dont on disait qu'elle faisait un bébé dans le dos des hommes. Là, c'est l'homme qui sabote en quelque sorte la contraception de la fille ou de et la donc femme. c'est vrai qu'on connaît bien le phénomène d'une fille qui ferait un enfant dans le dos à son partenaire, mais l'autre volet, ce sont les hommes qui mettent les femmes enceintes à leur insu. Alors, le stilting, c'est une des manières, mais ce n'est pas l'objectif de l'homme. L'objectif de l'homme qui retire le préservatif pendant l'acte, ce serait pour avoir plus de plaisir sensoriel. Mais en revanche, le sabotage contraceptif, c'est-à-dire jeter les plaquettes de pilules, retirer le patch ou même l'anneau vaginal pendant l'acte, percer les condoms, voilà, pour qu'ils craquent pendant l'acte, toutes ces manières-là ont un objectif, c'est de mettre la fille enceinte et après, évidemment, d'avoir une relation plus suivie avec elle, éventuellement. Et Un donc peu de la coincer, vous voulez Oui, donc dire. c'est pour ça qu'on appelle ça coercition, c'est de la contrainte, mais qui est aussi, évidemment, une violence à l'égard du partenaire. Et ce phénomène-là est totalement passé sous silence chez nous, alors que les études aux États-Unis et au Canada démontrent qu'il y a une vraie prévalence, notamment dans les grossesses non désirées et donc dans les interruptions volontaires de grossesse. Et ici, on le voit aussi parce que vous êtes psychanalyste, donc vous recevez aussi des patientes, ainsi que le docteur Manigard, puisque vous êtes gynécologue. Est-ce que tous les deux, vous voyez ce phénomène s'amplifier, qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, ou ça a toujours existé, on n'en parlait pas du tout? Je ne sais pas s'il s'amplifie, mais comme on en parle, on le visibilise. Je suppose que tu as des exemples. En fait, on va avouer notre ignorance, en tout cas la mienne, à ce sujet de la coercition reproductive avant quelques années, avant que j'en entende parler, voire encore beaucoup plus récemment. C'est-à-dire que nous, c'est un phénomène qu'on ne cherche pas. Et quand on ne cherche pas quelque chose, en fait, on ne le voit pas. Si on ne pose pas nos questions à nos patientes, eh bien, on ignore l'existence de ce phénomène. Et depuis qu'effectivement on en parle, on pose les questions, et là, on se rend compte que c'est effectivement un phénomène existant. Donc il n'y a pas longtemps, comme je disais, on a une patiente qui a témoigné de ça lors de l'une de nos consultations. Un exemple, c'est une patiente qui migre d'un pays africain. Elle arrive chez nous avec ses 3 enfants, son mari. Et là, elle décide de faire une formation. Elle se met à travailler. Elle a un emploi, elle est très contente. Elle trouve une autonomie financière. Et à ce moment-là, son mari commence, alors que c'était décidé qu'il n'aurait pas plus d'enfants, à reparler d'avoir éventuellement un enfant en plus. Et puis elle se rend compte qu'un jour, effectivement, comme elle dit non parce qu'elle est bien comme ça et qu'elle a envie de s'épanouir autrement, qu'il retire le préservatif durant le rapport sexuel. Elle est venue nous demander une interruption de grossesse. Donc voilà, c'est effectivement, on a l'impression que plus on va poser la question à nos patientes, plus on va effectivement se rendre compte que ce phénomène existe. Il n'y a pas de raison que ça n'existe pas chez nous alors que ça existe dans... Avec un problème donc d'interruption volontaire de grossesse et de santé mentale, Sylvie Losberg, pour ces filles qui ne disent rien finalement, qui sont piégées et puis qui ont toute la charge après, si elles veulent et puis il y a des avorter filles ou qui ne s'occuper de l'enfant. demandent pas l'interruption de grossesse, parce que parfois quand il y a déjà des enfants ou que ça pose de graves problèmes dans le couple, on voit bien ici qu'en fait l'objectif c'était de tenir la dame à la maison. Donc la coercition reproductive, ça prend beaucoup de formes, c'est aussi entraver l'accès aux moyens de contraception, empêcher d'aller chez le médecin toute seule pour demander la contraception, c'est imposer une méthode contraceptive et pas une autre, ou imposer qu'il n'y a pas de méthode contraceptive. Et donc on voit bien que ça s'exerce souvent dans un contexte de violence connexe. L'autonomie financière est évidemment un des éléments principaux dans ce qu'on voit comme violence au sein des couples. Donc si la femme est indépendante, elle peut partir, tandis que si elle ne l'est pas, elle est obligée de rester. Et donc ça s'inscrit dans ce contexte-là de visibilisation des violences envers les femmes et surtout dans les couples, les violences intrafamiliales. Alors évidemment, c'est aussi très vrai pour certaines populations parce qu'on a déjà des études sur
quelles sont les populations à risque, donc des populations migrantes, des personnes qui viennent de pays où la maternité est valorisée, sinon l'unique objet de la vie des femmes. Mais chez nous, c'est surtout les jeunes femmes et les publics vulnérables. Donc les femmes qui sont jeunes et qui ne se rendent pas très bien compte et qui ne connaissent pas encore très bien la contraception, les contraintes que ça suppose, comment il faut vérifier les choses, etc. Et puis les femmes vulnérables sur le plan psychologique, financier, social, qui se retrouvent dans des relations qui sont importantes pour elles parce que c'est au moins un arrimage à une vie sociale et ça brise la solitude évidemment, mais avec ce type de pression qui vont des pressions psychologiques jusqu'à la contrainte réelle. Et donc là, on a tout un champ à explorer et on le fait à travers des études au sein des équipes soignantes, notamment avec J'allais le dire, il y a beaucoup d'études dans les pays anglo-saxons, nous, au on vient Canada. de commencer. Et pourquoi pas chez nous? On a que les anglo-saxons sont plus rapides que nous en cette matière? C'est-à-dire qu'au Conseil des femmes, on a commencé à travailler ce sujet en 2017. On vient d'obtenir en 2020 des subsides pour faire une campagne de sensibilisation. Il y a un appel à témoignages et nous recevons des témoignages. Et c'est vraiment incroyable de voir la diversité des formes que ce sabotage prend. La parole se libère et du coup... à tous âges, vraiment. Mais alors, on va essayer quand même de mettre en évidence les risques, qui est à risque et qui ne l'est pas, justement pour que les soignants, les accueillants, puissent entendre dans les récits liés à des IVG ou à des grossesses qui arrivent comme ça, de manière un petit peu fortuite, si derrière ce phénomène est à l'œuvre. Oui, vous disiez off record, docteur Manigard, qu'effectivement, vous étiez plus à l'écoute grâce à ces études-là, le fait d'en parler, et puis alors toutes ces années d'expérience au sein de votre cabinet, qu'une femme qui s'assoit, qui a l'air tendue, qui a presque la larme à l'œil, qui lorsqu'on parle de sa contraception, a l'air mal dans sa peau, c'est un signe qu'il se passe quelque chose de pas normal. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'avec le temps, l'âge, effectivement, les informations qu'on reçoit, les formations qu'on suit, on est plus à l'écoute de ces signes qui sont des signes de violence, qu'elles soient violences sexuelles. Effectivement, moi, je suis effaré au quotidien. On sort peut-être un peu du sujet, mais de constater le nombre de mes patientes qui ont été victimes de violences sexuelles, donc de viols, que ce soit lors de leur enfance ou malheureusement, plus souvent encore, lors de leur âge adulte, plus récemment. Donc effectivement, on a un pourcentage de femmes qui ont été victimes de violences sexuelles qui est pour moi effarant. Alors revenons, comme vous le dites, on sort un peu du sujet. Revenons à la contraception, après cette petite parenthèse, mais importante. À mon avis, on y reviendra, on refera une émission quand les études de Sylvie et de sa cellule, de son bureau, auront évolué. On parle donc, Journée mondiale de la contraception. Or, on a l'air de dire qu'en Belgique, on est au top. Il y a des chiffres, on score à 96,4% de couverture de contraception chez nous, plus que dans plein d'autres pays, notamment avec une gratuité pour les jeunes femmes de pilules pendant X années. Vous allez nous dire, c'est pas mal, mais on est loin du compte. Mais vraiment, alors, il faudrait d'autres actes, d'autres actions. Quels sont les enjeux, Sylvie Losberg ? Mais d'une part, je pense que la première chose, c'est quand même l'information la plus large possible, le plus tôt possible. On sait qu'en Belgique francophone, l'éducation sexuelle à l'école, ça ne couvre que très très peu d'élèves. À Bruxelles, c'est 15% ont reçu une animation des élèves. Bon, donc là, vraiment, pour nous, c'est la priorité. Et ça dépend de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, c'est à la fois le MR... en fait, c'est proposer l'EVRAS. Vous parlez de l'EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et proposer, mais ce n'est pas une obligation scolaire. C'est-à-dire qu'on tend vers une généralisation, mais il faut mettre des moyens. Et donc, c'est la ministre de l'Éducation, la socialiste Caroline Désir, c'est le ministre-président libéral Pierre-Yves Géolet, et c'est les écolos qui sont aussi en charge des questions de santé, que ce soit à Bruxelles... Et même au fédéral, on a une secrétaire d'État à l'égalité des chances. C'est aussi l'égalité des chances, cette question-là, d'avoir un accès à une sexualité épanouie. Savoir ce que c'est un viol conjugal, que c'est puni par la loi, et apprendre à connaître son corps et comment faire pour avoir des relations sexuelles apaisées sans risque de grossesse. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a l'accès à la contraception. Donc l'accès, c'est via le médecin, via le centre de planning. Et on sait que les interruptions volontaires de grossesse, donc quand il y a un défaut de contraception, l'âge moyen en Belgique, c'est 27 ans. Donc c'est entre 20, 26 et 35, mais l'âge moyen c'est 27 ans. Mais on rembourse la pilule et les moyens de contraception en Belgique jusqu'à 25 ans. Et puis après, c'est
on reçoit 40 ou 50 euros par an, puis c'est fini. Donc je trouve que c'est tout à fait paradoxal, parce qu'au fond, la contraception, ça coûte un peu, évidemment, à la sécurité sociale, mais ça évite des tas de problèmes. Je veux dire, une IVG, c'est autre chose qu'une pilule. Je veux dire, à la fois en termes de coût, mais aussi de coût humain, au niveau de ce que ça représente pour les femmes. Donc là, il faut vraiment étendre... Oui. Vous dites qu'on a de bonnes idées, mais on ne va pas vraiment au bout. La commission d'évaluation de la loi sur l'IVG, dans laquelle nous siégeons, Yannick et moi, a recommandé au Parlement d'étendre la gratuité de la contraception jusqu'à la fin de la fertilité des femmes. Il n'y a aucune raison qu'une femme qui a 40 ans doive prendre dans sa poche, alors qu'on sait que ça coûte de l'argent, en plus de tout ce que coûtent les règles aussi. Je veux dire, toute la précarité menstruelle, c'est un autre sujet. Donc cette charge mentale dont on a parlé, de la contraception, c'est aussi une charge financière. Les jeunes font des enfants beaucoup plus tard, en plus. C'est-à-dire que ça dépend un peu des régions. On a quand même des régions plus paupérisées maintenant, où les filles font des enfants plus tôt, pour d'autres raisons. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a un coût financier sur les femmes qui ne retombe que sur les femmes. Et ça ne va pas. La société doit prendre ça en compte et dire au moins que financièrement, les femmes qui sont déjà discriminées socialement, professionnellement et financièrement, on sait, le gap salarial en Belgique, c'est près de 20%, eh bien, il faut que sur cette question de la contraception, elle n'ait pas à débourser de l'argent. Voilà. Débourser de l'argent, passer du temps, parce que s'occuper de sa contraception, aller chez son gynécologue, prendre rendez-vous, prendre la pilule tous les soirs ou un autre moyen, aller en planning s'il faut prendre la pilule le lendemain, c'est un temps conséquent passé par les filles, les femmes. Oui, donc on voit bien que la conception qu'on a eue jusqu'à présent, c'est que ça, c'est l'affaire des femmes. C'était la maternité et la non-maternité, c'est l'affaire des femmes. Aujourd'hui, on est dans une autre perspective et c'est heureux. Parce que, par exemple, dans les jeunes couples, il y a de plus en plus de couples qui partagent la contraception. La contraception masculine devient un champ d'investigation avec des revendications du monde médical, mais aussi... Parfois, vous avez des médecins qui proposent la contraception aux hommes, alors qu'avant, je dirais, il y a 15-20 ans, c'était presque impensable. Donc on est quand même dans, je dirais, un mouvement qui est plus favorable à cette répartition de la charge, mais l'État doit jouer son rôle, chacun doit jouer son rôle. L'accueil, les milieux d'accueil, le milieu de l'enseignement, les milieux de la jeunesse, les mouvements de jeunesse, etc. Partout, cette question-là, parce que tout le monde fait l'amour à un moment dans sa vie. Il faut bien avouer que les jeunes garçons, les jeunes hommes, pour avoir cette information dont vous parlez, voilà, il faut se lever tôt quand même. Il faut qu'il ait à l'école. Déjà, les garçons n'ont pas de gynécologue. On ne va pas prendre rendez-vous chez un gynécologue. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Il y a des andrologues, c'est possible. Oui, mais alors c'est vraiment pour les problèmes plus hormonaux liés à la fertilité. Donc où peut aller un garçon, un jeune homme ou dans un couple? C'est difficile. Franchement, c'est difficile. Nous, on a commencé à notre planning familial, donc au centre 320 rue Haute, qui est aussi un centre de prise en charge des violences sexuelles et des mutilations génitales. On a ouvert une consultation de santé sexuelle et reproductive masculine, dont s'occupe le docteur Murillo, qui est lui andrologue et spécialisé dans tout ce qui est contraception. Nous avons déjà reçu ici en plateau. Oui, et donc cette consultation, on l'a commencé un jour par mois, en se disant, voilà, on va voir comment ça se passe. Elle est remplie. Mais en fait, le problème de la contraception masculine, c'est qu'il y a une demande qui est importante, mais au niveau offre, on n'a pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il y a beaucoup de peur aussi. Expliquez-nous ce qu'il y a, Alors, je ne suis pas donc spécialisé, comme je citais le docteur Murillo, mais on a le préservatif que tout le monde connaît, qui est un moyen qui est souvent mal accepté par l'homme, voire par la femme, qui a un taux de protection qui n'est pas excellent, mais qui peut, j'insiste aussi de dire quand même, parfaitement convenir à certains couples à partir d'un certain âge où on n'a plus des rapports tous les jours. C'est moins onéreux aussi. Voilà, où on n'a pas toujours des rapports avec pénétration, pas limiter la sexualité à la pénétration. Et donc, Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la vasectomie. Donc, la vasectomie, c'est un mode de stérilisation, donc une contraception définitive pour l'homme. Je pense que c'est vraiment important d'en parler parce qu'il y a des énormes différences culturelles. Déjà, il y a 3 fois plus de vasectomie en Flandre qu'en Wallonie. Je veux dire, en France, c'est exceptionnel. C'est irrémédiable, ça, la vasectomie. Voilà, alors la vasectomie, c'est irréversible, c'est-à-dire qu'on va sectionner les canaux déférents, qui sont les canaux qui vont du testicule à la prostate. Donc, on va empêcher les spermatozoïdes de se retrouver dans l'éjaculat. Après ça, il faut attendre 3 mois et on est stérile. Donc, c'est effectivement à considérer comme irréversible, même si on peut congeler du sperme avant, pour ceux qui ont vraiment une crainte. Donc, ils peuvent congeler leur sperme qu'on peut garder des années. Il y a des interventions de reperméabilisation, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas penser à ça. C'est comme pour les femmes quand on fait ce genre d'intervention. C'est sous anesthésie locale.
ça met une dizaine de minutes. Je veux dire, après, on peut avoir un petit bleu sur les testicules, mais il n'y a pas de conséquences sur le volume éjaculatoire, sur l'érection, sur les cancers. Il faut vraiment casser le cou à un tas de... Ouais, donc je pense que c'est vraiment fondamental d'en parler parce que c'est tellement plus facile que l'équivalent féminin. En fait, on prend quasi aucun risque opératoire. Une femme, elle va devoir se faire anesthésier de manière générale. Pour les l'IVG, là. Non, pour la ligature de trompe. On va devoir l'endormir complètement, on va devoir rentrer avec une caméra dans son ventre, donc il y a beaucoup plus de risques. Et puis il y a un moment, surtout dans ces couples qui sont ensemble depuis longtemps, qui ont décidé de ne plus avoir d'enfants, où il est temps que l'homme prenne sur lui la charge contraceptive. Donc on a le condom, on a ça, et puis, comme l'a dit Sylvie, beaucoup d'études qui se sont arrêtées pour des raisons qui, à mon avis, ne sont pas les bonnes, la pilule, les injectables, l'implant contraceptif pour l'homme. Maintenant, il y a une étude pour un gel qui est en cours. On va voir si en phase 3, donc de nouveau, s'il y aura les moyens financiers, il y a un problème de mentalité, il y a un problème de moyens financiers. Oui, parce que les deux sont liés. Pas sans moyens, évidemment. Voilà, s'il y avait des femmes à la tête, peut-être des grosses firmes pharmaceutiques, peut-être, il y aurait un peu plus de recherche. Je pense maintenant qu'il y a un marché, parce que Sylvie le disait, mais il y a des jeunes hommes, comme vous le disiez, il y a dans les couples plus anciens, mais il y a des jeunes hommes militants qui ont envie de, je veux dire, qui ont des idées féministes, qui ont envie de prendre ce poids contraceptif d'une femme qui n'a pas envie de prendre des hormones, qui viennent nous voir. Oui. Et la seule chose qu'on a à leur proposer, les anneaux, c'est la contraception thermique. Juste dire, la contraception thermique, c'est donc un anneau ou un caleçon qui va remonter les testicules dans l'abdomen où ils vont prendre 2 degrés de plus. Il faut utiliser ça 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Après, c'est pas douloureux et c'est réversible. Ce n'est pas douloureux, c'est réversible. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas... Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Donc on a de nouveau un mouvement militant et un mouvement, on va dire... C'est difficile à trouver, quoi, et à acheter. C'est pas difficile à trouver, mais il n'y a pas eu toutes les permissions pour un dispositif médical peut avoir. C'est-à-dire que normalement, ça doit être suivi médicalement parce qu'on n'a pas beaucoup de recul et parce que les études n'ont pas pu être faites. Et donc, j'en reviens, il faut mettre la pression sur le politique, sur l'académique, parce que si tous les gynécologues ou surtout les urologues s'occupaient de ça, les choses avanceraient un petit peu. Le politique, l'académique et les sociétés pharmaceutiques pour que ces recherches avancent. Oui, et qu'on puisse informer les garçons que c'est faisable. Encore... Oui, alors, 2 secondes, juste alors, les deux veulent parler, mais il reste 1 minute. Oui, il y a juste un truc dont on ne parle pas, mais qui serait magnifique et qui est bloqué depuis des années, qui s'appelle le Vasalgel, dont les études sur l'animal ont été, et les études sur l'humain ont commencé, qui est injecté un petit gel dans ce canot et qui... lui, est réversible. Contraception non hormonale réversible pour l'homme. Ça ne bouge pas. Ils avaient promis en 2018... C'est le moyen le plus... Voilà. Je dirais que c'est, en tout cas, s'il y avait de l'argent là-dedans, je pense que ce serait une contraception. Sylvie, vous allez peut-être clôturer. En tout cas, le mot de la fin de cette émission, il reste 30 secondes. Oui, donc pour dire que effectivement, il y a un marché, mais il n'y a pas de volonté au niveau des firmes pharmaceutiques parce que ça ne rapporte pas suffisamment. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que pour que tout ce dont on parle aujourd'hui serve à quelque chose, il faut absolument que les filles et les garçons parlent de ce qu'ils vivent. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait 2 appels à témoignages, un sur le sabotage contraceptif et un autre sur les filles qui se retrouvent enceintes et qui demandent une IVG après 12 semaines. Parce qu'on voit que souvent, elles ont dépassé le stade parce qu'il y a un problème lié à cette contraception et que donc, pour nous, il faut vraiment visibiliser la parole des femmes, le vécu des filles et des garçons. Donc, appel à témoins. Oui. On va rappeler l'adresse Internet. Donc c'est sur le site du Conseil des femmes francophones de Belgique, qui apparaît là en dessous de l'écran. cfb.be et ça se remplit en ligne. Parfait. Franchement, allez-y parce que ça va nous aider. Filles et garçons, les couples, les parents, les enfants, communiquer. À mieux comprendre ce qui se passe et à apporter des réponses. Et les réponses, on viendra les apporter ici en plateau dans une prochaine émission. Donc bonne fête de la contraception le 27 septembre prochain. Merci Yannick Manigard, docteur Manigard. Merci Sylvie Losberg d'avoir été là sur ce plateau. Merci à vous d'avoir choisi de nous suivre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.